Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 32 qui est consacrée à la visite de Madame la secrétaire générale du Conseil de l'Europe qui nous fait l'amitié et l'honneur de sa présence, Madame Maria Pecinovic-Buric. Bienvenue. Bonjour, Monsieur Madame la secrétaire générale. Gunaltai. Bonjour, merci de cette invitation. Merci surtout à vous de nous honorer et de nous éclairer de votre présence. Comme ici, ce qui prévaut, c'est le protocole de l'amitié. Si vous m'y autorisez, je vous appellerai chère Maria. D'accord. Parce que Et je ferai de même, cher voilà, Farouk. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas écorcher votre nom de famille. Voilà. Alors, vous nous faites l'honneur de votre présence et je voudrais qu'on puisse faire un peu un point sur, à partir de votre point de vue, de vos analyses, sur la crise sanitaire et puis comment cette crise est révélatrice des problèmes de la culture, des défis auxquels sont confrontées les sociétés. Quand on est secrétaire général du Conseil de l'Europe, c'est un avantage parce qu'on ne regarde pas que dans un pays, il y a 47 pays membres et donc on est vraiment à même d'avoir un point de vue pratiquement panoramique à 360 degrés sur la situation dans tous les pays. Alors, est-ce que le rôle du Conseil de l'Europe, c'est de promouvoir, bien sûr, la coopération intergouvernementale, c'est de défendre la démocratie, la liberté d'expression, les droits de l'homme et aussi la culture? Eh bien, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la culture, de la crise sanitaire sur toutes ces questions? Est-ce que ça a renforcé les droits de l'homme, par exemple, ou est-ce que ça a constitué un danger? Merci bien pour cette occasion et ces questions pertinentes. Et permettez d'abord de commencer par tous les débuts du Conseil de l'Europe. Donc, le Conseil de l'Europe a été créé ici à Strasbourg il y a 72 ans. Donc, avec l'idée d'avoir de jamais plus, avec l'idée de travailler sur les droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit à travers des différents domaines. Et un des domaines importants dès le début, c'était la culture. Donc c'était déjà en 1954, quand la Convention culturelle européenne a été mise à la disposition de nos États membres à l'époque, pour l'utiliser à œuvrer sur une unité, sur un rapprochement entre les peuples européens, entre les pays européens dans l'ère d'après-guerre. Donc beaucoup d'années ont écoulé, mais la culture et la Convention et plusieurs d'autres conventions qui ont été dévisées dans ce domaine sont toujours essentielles. Parce qu'on l'a bien vu et vécu pendant la crise de la Covid-19, qu'on s'est rendu compte que sans la culture, on est déprivé de pouvoir se parler ouvertement, de pouvoir échanger les points de vue, même sur les sujets très difficiles. Donc la Covid-19 nous a montré mieux que jamais qu'on a besoin de la culture et on a besoin de la culture pour préserver notre environnement démocratique. Donc c'est à travers de la culture, et on la voit dans plusieurs champs d'action du Conseil de l'Europe, c'est là où on discute des problèmes difficiles, où on permet par exemple, quand il y a de la culture ou du cinéma ou des arts en général, on pose les questions et on cherche les réponses. Donc la culture est centrale pour notre travail du Conseil de l'Europe. Et pendant la crise, on s'est rendu compte aussi que l'industrie culturelle a subi des immenses
peine et difficulté, parce que d'un jour à l'autre, toute l'industrie, les réalisateurs, les acteurs, les cinéastes, tous ceux qui travaillent derrière, qui soutiennent ce travail sur la culture, se sont trouvés sans travail, en fait, chez eux, fermés comme au départ nous tous. Mais il a fallu de trouver des réponses existentielles au niveau personnel, mais aussi existentielles au niveau professionnel. Donc, nos États membres ont répondu assez vite. Tout d'abord, en analysant ce qui s'est passé au niveau de 47 pays États membres, ou si on prend la convention culturelle au niveau de 50. Donc, de comment les gouvernements ont réagi à la crise, comment ils ont soutenu l'industrie et les gens qui travaillent dans le secteur de la culture. Donc, on a fait un recueil des bonnes pratiques pour pouvoir mieux répondre si jamais on a une crise, on n'espère pas de même taille, mais si jamais il y a une crise nouvelle, qu'on puisse mieux répondre. De l'autre côté, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre quelque chose sur place parce que la démocratie elle-même, elle est en détresse. Elle a été en détresse en Europe depuis un certain temps. Si vous lisez mon rapport annuel sur l'état de la démocratie, l'état de droit et des droits de l'homme en Europe, on voit dans beaucoup de notre pays que la démocratie est en recul, mais qu'il y a un moyen à y répondre. Un moyen d'y répondre, c'est aussi à travers de la culture. Donc, il y a une partie qui est dédiée à la culture dans cette réponse. Notre comité directeur sur de la culture, du patrimoine et du paysage s'est réuni à la fin de l'année dernière et a mis en place, a lancé un manifeste sur la liberté d'expression. Il faut se rappeler que la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui est inscrite dans notre Convention européenne des droits de l'homme, qui est une des premières conventions qu'on a dévisées au niveau du Conseil de l'Europe, mais qui, au fur et à mesure que le comité directeur a étendu cette liberté d'expression sur la liberté d'expression artistique. Donc, c'est certain que la liberté d'expression artistique est aussi un droit fondamental. Et notre comité directeur a mis en place un manifeste sur la liberté d'expression artistique en essayant d'éclairer quels sont les enjeux et comment nos États membres peuvent y répondre. Donc, je vois que ce manifeste peut bien être utile à nous aider à redresser l'état de la démocratie, mais aussi mettre sur sa place centrale, qu'elle lui appartient, à la culture pour élargir un espace et un environnement démocratique. Voilà, c'est dans cet espace que je vois le rôle de la culture dans le développement de la démocratie en Europe, qui est vraiment, qui a une place centrale. On ne le voit pas toujours, mais elle y est. Et je rappelle chaque fois quand je parle d'un redressement, d'un renouveau démocratique, je parle aussi qu'il faut utiliser cet outil de la culture comme un moyen de nous rapprocher, mais aussi d'ouvrir les esprits. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que je vois le rôle de la culture pendant la crise, la plus grande crise qu'on a connue depuis des décennies, je dirais, mais aussi en général dans le monde qui change très vite. Même sans la crise de la Covid, on saurait poser les mêmes questions parce qu'il y a les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et autres.
Et ce qu'on peut voir se développer dans le futur, c'est encore plus de défis. Donc, il faut être bien équipé pour y répondre. Et la culture est certainement un des moyens de répondre à ces questions qui nous sont posées. Je vous remercie, chère Maria. J'ai noté que vous dites que la démocratie est en recul dans certains pays. Je suis bien placé pour le savoir. Moi qui suis né à Ankara et je vois ce qui se passe dans mon pays d'origine et je ne peux plus y retourner. Mais moi, ce que je voulais vous demander encore, je voudrais dire deux choses, deux observations. Est-ce que la lutte contre la crise sanitaire a été, par maladresse ou pour parer au plus pressé, a été source de piétinement de l'état de droit, des libertés fondamentales, avec des interdictions, parce qu'à un moment donné, en France, c'était en tout cas ahurissant. À cause d'un tout petit virus qui fait 0,3 microns, les gens étaient enfermés chez eux. On aurait donné de l'argent un an avant en disant imagine quelque chose de complètement excentrique, et personne n'aurait pu imaginer cela. Et vous avez dit quelque chose qui est très important sur le côté essentiel, alors que la culture a été souvent cataloguée comme non essentielle. Et je voudrais juste rappeler un souvenir, parce que après 1992, nous avons fait ici à l'Odyssée plusieurs semaines ou quinzaines de solidarité avec Sarajevo. Et il y a un réalisateur que je salue, parce que je sais qu'il était abonné à notre chaîne YouTube, Nenad Dizdarevic, qui était venu de Sarajevo. Et il nous disait qu'il était absolument sidéré parce que les casques bleus acceptaient qu'on envoie de l'aide humanitaire, mais l'aide humanitaire, c'était des couvertures, des vêtements, de la nourriture, des boîtes de conserve. Et dès qu'il y avait des bouquins ou à l'époque il n'y avait pas de DVD, mais des VHS, enfin des films, ou des disques ou des CD pour écouter de la musique, ils les confisquaient. Ce qui était absolument ahurissant parce que l'être humain n'est pas tuyau ambulant, c'est aussi un cœur, des émotions et un esprit et de l'intelligence. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que la lutte contre la crise sanitaire a quand même été source de piétinement des libertés fondamentales en Europe? Et est-ce qu'il y a des leçons à en tirer? Écoutez, la question est très bien posée. Quand on a divisé mon rapport annuel sur l'état de droit de la démocratie et des droits de l'homme en Europe en dans l'année 2020-2021, on le voit clairement. On le voit clairement, mais il y avait déjà la crise commençait avant la crise de la crise Covid-19. Donc, il y a eu les tendances auparavant, et là où il y avait les tendances qui étaient négatives auparavant, les problèmes se sont triplés. Donc, ce qu'on a vu dans nos États membres, la plupart de nos États membres, c'est que cette crise a vraiment mis en lumière tous les défauts qu'on avait. Donc, de ce point de vue, je crois que aussi, comme le disait Winston Churchill, qui était derrière cette idée de créer un Conseil de l'Europe dont il parlait déjà en 1943 à Zurich, en Londres et après à 1946 à Zurich, il disait il ne faut jamais il faut jamais négliger une belle crise. Malheureusement, on a une crise, ce qu'il disait belle crise. Donc maintenant, on a bien compris qu'il faut faire certaines choses, revenir ou appliquer les standards qu'on a. Parce que dans ce rapport annuel, on dénonce dans plusieurs domaines le recul de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme. Mais en même temps, il y a une lumière. Et la lumière, c'est d'appliquer les standards. Donc, la réponse est de changer l'orientation et appliquer les standards qui existent dans différents domaines du Conseil de l'Europe. Donc, il y a besoin d'une volonté politique
Et plus les choses vont mal, je crois plus cette volonté politique est importante. Donc là où on voit des grands problèmes, la réponse semble assez simple, mais difficile à mettre en place. C'est pas de changer la vitesse, mais de changer l'orientation. Oui. Donc, ce que est clairement dit dans ce rapport annuel, oui, on a eu la crise, on a eu les problèmes auparavant, mais maintenant, il faut revenir aux sources, il faut revenir aux standards dans différents domaines, les appliquer. Et là, s'ajoute aussi le rôle de la culture et de nos conventions qui sont importantes pour la culture et aussi de nos organes qui nous aident à véhiculer notre action dans ce domaine. Donc, il faut revenir aux standards. Ça semble assez simple. Mais c'est vrai, quand on applique les standards, on voit les problèmes disparaître ou bien s'atténuer. Merci beaucoup. Alors, je dois avouer mon ignorance parce que je n'ai pas lu ce rapport, mais si vous m'y autorisez, non seulement je vais me le procurer auprès de vos services, et nous, je serais très heureux que, si vous nous y autorisez, qu'on puisse le diffuser sur notre site de l'Odyssée, cinémaodyssée.com. Voilà. Absolument. Donc comme ça, tout le monde pourra le lire. Voilà. Et alors, je voudrais, puisqu'on parle, avant de parler de culture aussi, vous demander votre point de vue à vous, votre analyse en tant que responsable du Conseil de l'Europe, mais aussi en tant qu'être humain. Est-ce que cette crise sanitaire était au fond une fatalité, les hommes n'y sont pour rien, ou est-ce qu'il y a aussi eu des erreurs, des choix, des options politiques, économiques qui ont favorisé cette crise? Parce que si on dit c'est une fatalité, l'homme n'y est pour rien, l'être humain, les êtres humains, les gouvernements, dans ce cas-là, il faut dire il y a un avant et puis un retour à l'avant qu'il faut avoir. Ou alors on dit il y a un avant et maintenant il faut passer à un après. Et alors s'il y a un après qui est à l'ordre du jour, d'après vous, quelles devraient être les nouvelles priorités, les priorités supplémentaires pour ce monde d'après auquel on n'est pas encore passé pour l'instant? Disons, la crise qu'on a vécue et qu'on passe encore, parce que c'est malheureusement pas encore complètement fini, est une crise de jamais vue après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aucun de nos États membres n'était pas prêt à faire face à cette crise. La crise était brusque, était soudaine. Et nous a touchés, comme vous l'avez dit, on était tous renfermés de chez nous d'un jour à l'autre. Donc, il était vraiment, je crois, très difficile pour nos États membres, pour les gouvernements, d'y répondre immédiatement. La politique, la première chose, c'était à laquelle les gouvernements se sont attaqués, c'est de sauver la vie. Donc, c'était de mettre en place les politiques sanitaires, les politiques de santé, qui révèlent plus ou moins de l'autorité au niveau national. Donc, les gouvernements ont essayé de leur mieux de s'y attaquer et de sauver les vies. En fait, la vie, la protection de la vie est aussi une des valeurs fondamentale de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, on comprend bien le réflexe, le premier réflexe que tous les gouvernements ont eu. Ce que nous on s'est rendu compte, et très vite, vraiment dans 1 ou 2 semaines du confinement, au mois de mars 2020, c'était que, oui, la réponse à la crise doit être innovante, immédiate, etc., mais il y a certaines valeurs qui doivent être préservées et qui ne peuvent pas être mises en question, certaines valeurs et libertés fondamentales. Donc, au niveau du Conseil de l'Europe, on a immédiatement pensé comment faire de sorte de répondre, de donner à nos États membres quelques repères
comment faire de leur mieux à sauver les vies, mais ne mettant pas en danger les libertés fondamentales. Donc c'est ce que j'ai fait dans la boîte à outils, comme on l'appelle, que j'ai envoyée début avril 2020 à tous nos États membres. Mais après, tout le système du Conseil de l'Europe, tous nos comités, tous nos organes de suivi et de conseil ont immédiatement réfléchi dans cette optique, dont, y compris bien sûr le comité directeur de la culture, de patrimoine et de paysage. Donc ils ont tous répondu et donné des points de repère à nos gouvernements à préserver les droits fondamentaux, mais aussi allant au-delà, par exemple quand il s'agit de la culture, de préserver la liberté d'expression artistique, mais aussi de donner l'aide à l'industrie culturelle qui était mise à genoux d'un jour à l'autre. Donc il était vraiment essentiel. Maintenant, est-ce qu'il y a un retour à l'après ou en allant à l'avant? Il est difficile de dire. Nous, on pense souvent que le normal, c'était l'avant. Mais ce qui semble assez clair qu'après cette crise, après tout ce qu'on a vécu, je crois qu'on a tous appris qu'il faudrait faire de plus. Et par exemple, notre comité directeur de la culture, patrimoine et paysage est en train de déviser un projet de recommandation, comment donner plus de l'espace à la culture dans cet environnement démocratique, en pensant surtout, et ça c'est un défi qui existait avant la crise, qui existe depuis la crise et qui existera dans le futur et qui va s'augmenter, c'est le défi de l'intelligence artificielle qui touche notamment tous les domaines de vie, y inclut l'industrie culturelle. Donc c'est très important. Et dans ce projet de recommandation, certainement le comité directeur veillera surtout aussi sur cet aspect, comment l'intelligence artificielle met en danger ou comment il met en valeur le travail qu'on fait dans l'espace culturel. Donc il va falloir réfléchir dans tous les niveaux, comment faire notre vie après, y inclut la place de la culture dans notre politique, soit au niveau du Conseil de l'Europe, mais au niveau de nos États membres. Donc il est très important maintenant cette réflexion avec tout ce qu'on a vécu et réfléchir ensemble comment faire d'avancer pour nous tous comme êtres humains, mais aussi comme la civilisation, parce qu'on s'est vu que tout peut être brisé d'un jour à l'autre. Et en fait, le fait qu'on était virus. Exactement un petit qu'on ne voit pas. Donc, on s'est rendu compte que la culture a une place centrale comme un moyen de surmonter la crise, parce que il y a beaucoup de problèmes. On va voir l'après-crise. Il y aura toutes sortes de nouveaux défis qui, en fait, seront les produits de la crise, y inclut d'être privé de la culture. Ah ben moi, je vois des petits laits en vous entendant, et c'est très rassurant, je vous assure, d'entendre une responsable, qui plus est européenne, parler dans ces termes de la culture. C'est-à-dire, en gros, vous dites que la culture, c'est quelque chose d'essentiel. Absolument. Alors que ce n'était pas forcément classé comme essentiel, en tout cas en France, et peut-être dans d'autres pays aussi. Mais ce que vous avez dit, c'est très juste, et puis donc il faut que l'après soit quand même mieux que l'avant. Ouais. Moi, je me souviens, en vous écoutant, j'avais lu le rapport de la CIA qui était paru en 2005. Et il y avait déjà dit qu'il y aura de plus en plus de pandémies. Alors moi, ça me paraissait bon, c'est un peu... C'était pour prévoir la situation à partir de 2020. Et là, dans leur dernier rapport qui concerne la situation du monde en 2040, dans le rapport de la CIA, il est rappelé qu'il y a eu plus de crises de pandémie en 21 ans, enfin, ou en 20 ans, de 2000 à 2020, que pendant tout le XXe siècle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Venons-en à la culture. Alors,
Et dans la culture, il y a le cinéma. Et le cinéma permet de mieux se connaître, de partager les souffrances, les rêves, les joies, et donc de rapprocher les populations. Notamment, c'est important évidemment à l'échelle européenne. Qu'est-ce que vous pensez de cette formulation qu'il avait faite ici, d'ailleurs, quand il était venu nous voir, de Wim Wenders, qui disait que l'Europe a plus besoin de son cinéma que le cinéma de l'Europe. C'est un peu provocateur. Oui. Mais, permettez-moi aussi de faire référence à Wim Wenders quand j'étais dans une autre fonction. Et il y avait une des tentatives de mettre le projet européen plus en avant et plus proche des citoyens. Donc, il y avait une rencontre à Berlin où Wim Wenders participait. Et alors, quand il parlait de la notion d'identité et d'identité culturelle européenne, il a dit si on part, quand on est en Europe, parfois il semble qu'on voit trop de différences entre nos pays. Mais il suffit de prendre un vol outre-mer ou de se rendre compte immédiatement qu'il existe une véritable culture ou une véritable identité européenne. Donc ça va pour le film et pour le film européen, je dirais. Donc je crois que le cinéma, en fait, dans ce cadre, merci beaucoup à cette ce merveilleux cinéma Odyssée ici à Strasbourg, qui est, comme je l'ai appris, un des plus anciens en Europe et certainement un des rares. Et dans le monde, et un des rares qui a survécu les ères du temps et les défis du temps. Et qu'on a encore des salles de ce type qui sont très confortables, mais qui permettent et qui mettent en jour et en valeur la production cinéaste européenne qui a depuis des longues années mène des grandes batailles avec le cinéma au niveau international où l'idée qui est l'idée guidant la cinématographie internationale est plutôt de faire ce que fait la majorité, ce qu'aime la majorité, tandis que dans le film européen, en plupart, on voit une culture de mettre en valeur des coproductions, mais aussi de mettre en valeur le fait qu'on a tellement des identités culturelles qui sont complémentaires et qu'en travaillant ensemble, et ça on le voit par le cinéma le mieux, je crois, qu'en travaillant ensemble, on met en valeur des films, des productions qui autrement n'auraient pas vu du jour, parce qu'elles sont trop petites ou trop ciblées pour pouvoir être rentables pour un cinéma. Pour moi, le cinéma est parmi les différents domaines de la culture un de ceux qui permet, et par les salles de cinéma aussi, d'arriver, d'atteindre la cœur de spectateurs. Et je crois de ce point de vue, le cinéma a une importance et a qui touche toute personne. C'est surtout parlant de cinéma qui est sur le grand écran, mais après aussi le cinéma qui est dans le petit, vu par des milliers dans les petits écrans. Et par exemple, maintenant, on a vu aussi un phénomène pendant la pandémie, que les films que normalement on attend dans les queues, de voir sur le grand écran, là où le film donne son mieux, qui vraiment touche toute la personnalité, toutes les sensations que l'être humain a. On commence par le grand écran et c'est seulement après qu'on le voit ou revoit
sur le petit écran. Maintenant, avec la crise, on a bien vu que certains films ont circuit, qui ont passé de la production immédiatement au petit écran, ce qui était heureux pour ceux qui voulaient voir des nouveaux films, mais qui était peut-être malheureux dans ce point de vue de l'expérience et qu'on peut avoir d'un film quand on le voit sur le grand écran. Donc, ça a été une manière aussi de nous nourrir, nos réflexions pendant la crise, mais je crois que on attend tous que toutes les salles de cinéma soient ouvertes, qu'on revient dans les salles de cinéma, parce que c'est sur le grand écran qu'on peut sentir vraiment tout ce qui a été fait par tous ces gens qui travaillent dans l'industrie de cinéma, et qui est important pour faire cette réflexion vraiment d'une manière complète, et qu'on sent, parce que les frissons sont plus forts quand on est devant un grand écran que quand on regarde de chez soi et dans un petit écran comme ça. Et ce que vous dites est très juste, et en plus sur le grand écran, on partage les émotions avec des gens qui sont autour dans la salle, ouais. qu'on ne connaît pas, et pourtant on est rapproché avec des gens qui sont des inconnus, et ce qui est aussi une façon d'être moins inconnu, étranger à soi-même, je veux dire. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce qui est formidable dans le cinéma, et le lieu naturel du cinéma, c'est d'abord la grande salle, comme vous l'avez dit, c'est que le temps d'une projection, je deviens un autre ou une autre. Ouais. Moi qui suis chauve, eh bien, je m'identifie avec, je dis n'importe quoi, Humphrey Bogart, Gérard Philippe, que sais-je, et d'autres encore. Et c'est la meilleure façon pour lutter contre une propension à la discrimination et au racisme. Mais c'est vrai, quand je pense aux films que j'ai vus à la télé et les films que j'ai regardés de la part d'une salle, j'ai rarement pleuré à la maison, mais j'ai très souvent pleuré dans la salle. Alors, à propos de pleurer, vous qui êtes croate, vous avez dans votre pays beaucoup de très bons cinéastes, un très bon cinéma d'animation aussi, mais un cinéaste, et votre collaborateur qui est un ami, Miroslav Papa, le sait, qui s'appelle Grilić, et qui est un cinéaste formidable. Absolument. Ouais. Il a fait un film, il a fait beaucoup de films qui sont de très très grande qualité. Vous, à titre personnel, permettez-moi de vous poser, juste pour comprendre, vous dites oui, l'Europe a besoin du cinéma parce que ça permet le cinéma de montrer que l'identité européenne, c'est une identité faite de multiplicité, de sensibilités différentes, mais pas opposées et complémentaires les unes aux autres. C'est bien ça. Formidable, merci. Quand vous étiez enfant, sans vouloir être indiscret, quels sont les films qui vous ont marqué, dessins animés ou films, votre expérience personnelle au cinéma? Écoutez, j'étais née dans une petite ville où à l'époque il n'y avait pas de cinéma. Aussi, il y avait des cinémas qui montraient seulement des films soit engagés, mais à l'époque l'engagé c'était les films de Deuxième Guerre mondiale, et sinon c'était les films sur les arts martiaux. Donc, ce n'était pas vraiment le temps de voir des beaux films. C'était seulement dans ma jeunesse après que j'ai vraiment vu, et parmi les premiers films qui m'a vraiment touchée, vraiment marqué, c'était le film, enfin, ce n'était pas le film européen, parce que la politique était d'avoir plutôt des films internationaux et surtout américains. C'était le film de Hunter, le chasseur, sur la guerre de Vietnam et la vie avant la guerre de la jeunesse américaine et après. Et après ce film, pendant de longues années, je n'ai pas vu un autre film qui a peut-être dû à mon âge, parce que j'étais à peine dans mon âge adulte, qui m'a tellement frappée, qui m'a montré comment la vie, par exemple, et c'est très, quand on la compare avec la Covid-19, comment la vie d'un jeune être, d'un jeune humain, peut complètement être brisée d'un jour à l'autre. Donc, et que la perspective peut complètement disparaître après avoir vécu
une guerre qui était terrible, d'avoir vécu les atrocités et tout cela. Donc voilà, c'est malheureusement, mais bien sûr, sur le dessin, les films animés, c'était plutôt les films que je voyais à la télé à l'époque quand j'étais jeune. Donc ça a marqué, comme tout le monde, Jerry, le chat et la souris, Tom et Jerry, et certains d'autres. Oui, il y avait un film qui s'appelait La Linea. Je crois que c'était un film italien où, en fait, le bonhomme était fait par une ligne et qui changeait la ligne. Et ça, c'était très... Je me rappelle toujours, parce que la Linea parlait de toute situation, mais justement, en changeant cette ligne, ça c'était au niveau créativité, je trouvais ça excellent, mais ça pouvait donner toutes les expressions qu'un être humain pouvait avoir, avec une ligne. Formidable. Je voudrais juste qu'on parle un peu d'Eurimage, parce que Eurimage, moi-même, j'ai été membre du comité directeur pendant un certain nombre d'années. Après, c'était plus tellement possible pour moi par rapport au pays que je représentais, qui avait d'autres valeurs. C'est un instrument qui est unique, vraiment unique. C'est une chance d'abord pour les cinéastes en Europe et c'est une chance pour le Conseil de l'Europe aussi. Je dis toujours que c'est un supplément d'âme, mais essentiel, pas futile ou comme ça en passant. Que le Conseil de l'Europe seul a, parce que même l'Union européenne, dans son plan créatif média, n'a pas d'aide aux coproductions européennes. Et pourtant, ce Eurimage a, si j'ai bonne mémoire, un budget de 22 millions d'euros à peu près. Je ne sais pas quel est le budget du Conseil de l'Europe. 200 millions ou un peu plus, ouais. Oui, ouais. voilà. Ça revient enfin à une 10% ou un peu moins de notre budget. Alors, vous voyez, il y avait une belle phrase de André Malraux, non seulement un grand écrivain, il a aussi fait un film qui s'appelle L'Espoir sur les guerres civiles en Espagne. Il a été un formidable ministre de la Culture. Et il disait, un ministère de la Culture qui a moins de 1% en tant que budget du budget total de l'État est une plaisanterie, un luxe inutile. Alors, ce n'est pas le cas évidemment de Eurimage, qui a 10% à peu près du budget du Conseil de l'Europe. Mais est-ce que vous pensez que ça vaudrait la peine de faire, évidemment, dans le cadre d'une coopération intergouvernementale, parce que ce n'est pas vous qui maîtrisez la planche à billets, comme on dit, ça serait trop beau, sinon je suis sûr que vous le feriez, si c'était le cas. Pour que le budget d'Eurimage augmente? Bah, écoutez, il est difficile maintenant de parler d'augmentation de budget en temps de crise, parce qu'on espère de garder, on est en train de négocier avec nos États membres, de garder le niveau qu'on a acquis pendant le deuxième budget biannuel. Donc, on espère de garder le niveau. Donc, à ce moment-ci, je ne vois pas vraiment la possibilité d'en parler, mais bien sûr, dans le futur, si les choses se stabilisent, on peut toujours y réfléchir. Je crois que pour l'instant, c'est ce qu'on peut y contribuer. L'Eurimage, c'est comme nous l'appelons, c'est un accord partiel. Donc, le budget est fait aussi par les États partis. Ils sont maintenant 40. Tous plus les États européens plus Canada. Donc c'est aussi aux États membres de l'Eurimage d'un peu voir si ce budget pourrait être augmenté. Mais en général, je voudrais dire que l'Eurimage, comme vous le dites, est vraiment a un fonds unique et un fonds très important au niveau de maintien de pluralisme de point de vue en Europe, les coproductions par exemple, et pendant la crise sanitaire qu'on a traversée, qu'on traverse encore, l'Eurimage a immédiatement répondu aux besoins
la cinématographie a à faire face donc pour changer la réglementation là où il fallait pour pouvoir répondre et donner de l'argent pendant ce temps de crise au film auquel il avait dédié. Et si on peut un peu parler aussi de ce qu'on fait ici, par exemple, c'est votre cinéma Odyssée qui fait aussi un projet, un beau projet qui est soutenu par l'Odyssée, mais aussi par l'Euroimage. C'est ce projet Étoiles du cinéma européen. Voilà. Et qui, grâce à vous et grâce à la volonté de nos représentants permanents des États membres, a pu, même pendant la crise, l'automne dernier, avoir une 21e édition de ce festival, en fait, avec 11 films, 40 pays qui ont fait partie de la coproduction, pour faire preuve que même pendant la crise, l'Euroimage, l'Odyssée, le Conseil de l'Europe ont été engagés pour montrer les films qui sont importants pour notre réflexion, pour notre ouverture de l'esprit. Par exemple, on choisit toujours un thème qui est aussi le thème prioritaire pour le Conseil de l'Europe, par exemple la migration, qui est un grand thème d'aujourd'hui pour l'Europe, mais pour le monde entier, où les gens se trouvent seuls dans des situations précaires, les petits-enfants, les familles, les femmes. Et il faut montrer comment ces flux migratoires sont vécus par les êtres humains qui y sont. Donc je crois qu'il y a un engagement de l'Euroimage, de cinéma, mais aussi du Conseil de l'Europe, de montrer les films qui autrement n'auraient pas vu le jour sans ce fonds qui est mis en valeur par l'Euroimage. Et la 22e édition aura lieu, j'espère, je touche du bois, à partir de début octobre 2021. Ce que vous avez dit me fait penser, alors je ne sais pas s'il l'a dit pour de vrai ou si c'est une légende, mais on dit que Churchill aurait eu la réaction suivante en 1941-42, quand ses collaborateurs lui ont proposé d'annuler le ministère de la Culture, parce qu'il y avait plutôt des dépenses à faire dans l'effort de guerre et tout ça. Et Churchill aurait répondu, et s'il ne l'a pas fait, il aurait dû le faire, il a répondu: pourquoi voulez-vous que je supprime le ministère de la Culture, c'est-à-dire toutes les valeurs pour lesquelles, la défense desquelles, nous nous battons et nous faisons la guerre. Ouais. Donc, même en temps de crise, je crois que c'est toujours important d'essayer d'augmenter le budget. Alors, je voulais également vous remercier. D'ailleurs, c'est comme dans un rêve, il faut que passez-moi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un rêve éveillé? Je voulais vous remercier non seulement d'être venu, mais aussi parce que vous avez bien voulu m'accueillir au mois d'avril et vous avez bien voulu accorder le haut patronage du Conseil de l'Europe pour ce projet de festival du cinéma européen qui comprendra 2 sections compétition, une section droits de l'homme et chaque fois 2 prix de 15 000 euros chaque fois, donc 30 000 euros de prix, et un prix du meilleur film européen. Et je suis très très heureux et très fier et très honoré que vous ayez bien voulu accorder votre haut patronage. Alors on arrive vers la fin de cette conversation. Je voulais pour vous donner le mot de la fin, et après vous avoir à nouveau remercié, oui, c'est pas un rêve, hein, après vous avoir à nouveau remercié, chère Maria, est-ce qu'il y a une question que vous auriez voulu que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Et puis je vous laisse le soin de conclure. Oui, pas vraiment, je crois qu'on a touché un peu de tout. Parce que, enfin, on pourrait avoir une autre rendez-vous à une autre et après une autre. Volontiers. Donc, on pourra en parler parce que la culture n'a pas de frontières, n'a pas de limites.
je crois, si on commence... C'est le titre de notre festival, Cinéma d'Europe sans frontières. Voilà, donc c'est ça qui est la valeur ajoutée. Et je peux seulement souligner l'importance de la culture pour l'Europe, pour le monde où on veut aller vers une unité plus que jamais. Pour revenir au statut du Conseil de l'Europe, c'est dans son article 1, on dit que les États membres font tout leur mieux pour avoir plus de l'unité. Donc je crois si on veut avoir plus d'unité, il faut travailler ensemble, il faut se comprendre. La culture ouvre les voies, aussi parle des choses, et c'est surtout dans l'espace culturel européen et avec le Conseil de l'Europe, l'Euroimage, mais aussi avec d'autres, où on permet aux productions qui autrement n'auraient pas pu exister parce que ce n'est pas rentable, où il y a des publics ciblés, on ouvre les voies aux questions qui sont difficiles. Et je crois que c'est bien beau de parler des choses que tout le monde aime, mais qu'il faut pour avancer dans la société, pour répondre, pour chercher les réponses aux questions qui sont difficiles. C'est toujours plus facile de les voir par la voie artistique, parce que ça, après, ça vous touche et ça vous donne à penser. Donc, cherchez les réponses. Et je crois, si on doit conclure par quelque chose, je dirais que le cinéma, la culture nous permet de poser et reposer les questions qui sont pertinentes, parfois difficiles et dures, mais tout cela avec une fin en soi, c'est de voir un monde meilleur, de trouver les réponses et d'avancer sur tout ce qui est les droits de l'homme, l'état de droit et la démocratie. Formidable. Permettez-moi de vous embrasser respectueusement et très amicalement. C'était formidable. Merci, donc, Farouk. À très très bientôt, j'espère, à chère très Maria. bientôt. Et merci. Voilà. Et j'attends votre invitation pour revenir à la salle et au grand écran. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, d'un chauve peut-être, mais pas sourd, assurément. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.